2, France Maghreb 2. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2, évidemment. Ça y est, c'est reparti pour une nouvelle année. Et ça fait bien plaisir. Et pour cette nouvelle année, elle est toujours là, avec nous. C'est la bonne résolution de vous avoir encore plus pour vous défendre. Maître Maghrebi Mansouri qui est là. Bonne année, bonjour Maître Maghrebi. Bonjour Medjahed et bonjour à tous les auditeurs. Excellente année à vous tous. Merci beaucoup Maître Maghrebi, évidemment du cabinet BMM, soit spécialisé dans le droit des étrangers, droit de la santé, droit pénal, droit évidemment de tous les droits d'ailleurs, il y a pas de souci, droit des étrangers, droit de quoi d'ailleurs? Qu'est-ce que j'ai oublié? On voit qu'il était en vacances, hein. C'est clair. Bah voilà, je vais réviser ma leçon, hein. Ah, c'est clair. Bon, Maître Maghrebi, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, pour la nouvelle année, j'ai choisi un thème qui te plaît à toi tout particulièrement. Ah oui, c'est vrai. Et je pense qu'il va intéresser énormément d'auditeurs. On va parler du droit d'asile. Du droit d'asile, très bien. Oui, on va parler du droit d'asile parce que tout d'abord c'est un thème qui est d'actualité. Et mis à part le fait que ce soit un thème d'actualité, beaucoup de personnes confondent le droit des étrangers avec le droit d'asile. Ils pensent que le droit d'asile c'est uniquement le droit des étrangers, que toute personne peut en faire la demande. Donc on va essayer un petit peu de clarifier la situation et expliquer exactement ce que c'est. Et peut-être qu'à la suite de cette petite intervention, vous comprendrez tous les discours qui ont eu lieu les dernières semaines. Avec grand plaisir. Et puis la loi Macron sur le droit d'asile. Justement, oui, ils en ont beaucoup parlé. Beaucoup de personnes ne comprennent pas, tout simplement parce qu'elles ne savent pas ce qu'est le droit d'asile. Ils pensent que le droit d'asile c'est tout simplement du droit des étrangers purs. Ouais. Alors que pas du tout. On ne fait pas une demande d'asile comme on fait une demande de titre de séjour. Exactement. Parce que ce n'est absolument pas la même chose. La demande d'asile, c'est une demande très particulière qui est faite et qui est régie par une procédure propre et qui a pour but de vérifier une seule chose, et c'est la chose principale qui est à l'essence même de cette demande, à savoir est-ce que vous pouvez bénéficier d'une protection de l'État, est-ce que vous pouvez demander l'asile à l'État français, c'est-à-dire est-ce que vous pouvez venir vous réfugier en France pour vous protéger d'un problème assez grave qui met votre vie en danger, que vous encourez dans votre pays d'origine. Et c'est ça l'asile. L'asile, c'est quitter son pays parce qu'on est en danger, soit en raison de ses opinions politiques, soit en raison de ses engagements, soit en raison de son opposition au gouvernement qui est en place. Et donc on ne trouve pas d'autre solution que de devoir quitter pères et mères, affaires, argent et partir se réfugier dans un autre État, et en l'occurrence l'État qui est en tout cas réputé dans le monde entier pour être la terre d'asile, la France. Donc voilà, donc il faut bien comprendre que lorsque vous venez demander l'asile en France, c'est que vous venez mettre en avant un risque pour votre vie et que vous êtes en danger. Donc c'est une procédure qui n'a rien à voir avec le titre de séjour vie privée et familiale, le titre de séjour salarié, le titre de séjour pour soins que vous pourriez éventuellement demander. Donc comment se passe la demande d'asile, parce que c'est une procédure qui est assez complexe, qui est assez longue. Donc je vais pas vraiment rentrer dans les détails dans chaque détail, mais ce qu'il faut savoir c'est que lorsque vous arrivez en France et que vous venez en France pour faire une demande d'asile, vous devez il y a d'abord une demande d'enregistrement en préfecture à faire. Maintenant, la demande d'enregistrement en préfecture à faire, il y a deux choses qui vont se passer, c'est-à-dire que soit, il faut que j'arrive à être assez simple, soit vous arrivez sur le territoire et vous êtes encore à la frontière. Et dans ce cas-là, vous allez directement à la police aux frontières pour leur dire que voilà, vous venez en tant que réfugié demander l'asile à la France. Et à ce moment-là, vous allez être informé exactement de la procédure qui va être mise en place, de vos droits, de vos obligations et des aides dont vous allez pouvoir bénéficier. Maintenant, si vous venez demander l'asile mais que vous n'êtes pas à la frontière, il y a des gens qui arrivent sur le territoire de façon clandestine et qui ne passent pas, qui ne bénéficient pas de ce contrôle à la frontière. Dans ce cas-là, elles doivent aller faire la demande à la préfecture. Donc vous devez absolument aller vous enregistrer à la préfecture, c'est un préalable obligatoire à votre demande d'asile. Sans cet enregistrement à la préfecture ou à la police aux frontières, vous ne pourrez pas faire votre demande. Parce que à la suite de votre enregistrement, il va y avoir des vérifications qui vont être
qui vont être faites par la préfecture pour essayer de voir si vous ne relevez pas d'une autre c'est-à-dire d'un autre pays européen. C'est-à-dire que lorsque vous venez en France faire votre demande d'asile alors que vous êtes passé par un autre pays européen au préalable et que vous vous êtes enregistré dans ce pays, ou que vous avez obtenu un visa Schengen, par exemple pour l'Italie ou pour l'Espagne, dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle une procédure Dublin qui est mise en place, et vous êtes dans ce cas-là ce qu'on appelle un dubliné, et si vous êtes dubliné, vous ne pouvez pas faire votre demande en France, vous allez devoir faire votre demande d'asile dans cet état-là. Et donc là, c'est une procédure qui est assez complexe, donc je vais pas trop la détailler. Mais voilà, il y a des vérifications qui vont être faites par la préfecture pour savoir si la France est le pays qui va pouvoir traiter votre demande d'asile ou pas, sachant que si vous venez d'un autre pays européen, que vous avez été enregistré au préalable par un autre pays européen, dans ce cas-là, c'est lui qui sera compétent pour votre demande d'asile. S'il s'avère que la France est compétente pour votre demande, ce n'est qu'à ce moment-là que l'OFPRA, qui est l'Office française qui va être chargé de traiter votre demande, qui va entrer en jeu. C'est-à-dire qu'il y a un dépôt qui va être fait de votre demande auprès de l'OFPRA, et c'est elle qui va devoir instruire votre demande et qui va prendre la décision. Donc, une fois que vous êtes enregistré à la préfecture, il y a la transmission de votre demande d'asile à l'OFPRA qui, elle, va l'enregistrer et ensuite va devoir traiter votre demande. Lorsqu'elle va traiter votre demande, et c'est là où c'est assez compliqué parce que, et c'est ce qu'on voit régulièrement à la télé en ce moment, vous allez devoir passer ce qu'on appelle l'entretien. L'entretien à l'OFPRA, c'est assez compliqué parce que ça va être un entretien que vous allez passer dans un petit bureau, et pour examiner pour l'examen de votre demande, vous allez avoir le droit à un interprète, vous allez avoir le droit à un avocat, vous allez avoir le droit éventuellement d'être accompagné par un membre d'association qui seront là pour défendre le droit des étrangers ou les demandeurs d'asile. Et c'est à ce moment-là, c'est durant cet entretien qu'on va vous poser énormément de questions pour essayer de comprendre votre histoire, de connaître votre récit et les raisons pour lesquelles vous avez été amené à quitter votre pays pour pouvoir venir en France demander l'asile et demander une protection. Et c'est au regard de ce récit et de ce que vous allez dire qu'on va déterminer si oui ou non vous allez pouvoir bénéficier du statut de réfugiés. Et c'est assez compliqué parce que il va falloir que vous soyez extrêmement précis et que vous ayez avec vous des éléments probants pour pouvoir prouver que vous êtes en danger dans votre pays. Donc souvent, ça va être un mandat d'arrêt, ça va être des condamnations, ça va être un article de presse, ça va être plusieurs documents que vous pourriez avoir avec vous qui permettront de pouvoir déterminer, ou en tout cas de pouvoir forger la conviction de la personne qui va vous faire passer l'entretien pour qu'elle puisse décider si oui ou non vous pouvez relever de l'asile. Et si elle considère que votre demande n'est pas vraiment justifiée, qu'elle n'est pas fondée, que pour elle vous ne relevez pas de la demande d'asile, peut-être parce que le pays dont vous êtes issu ne figure pas parmi les pays qui sont considérés comme étant des pays en danger, ou tout simplement que vous êtes issu d'un pays sûr, dans ce cas-là, ça va être assez compliqué et vous allez devoir faire un recours de cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile. Et il y en a qu'une seule en France, elle se trouve à Montreuil, et c'est elle qui est compétente pour pouvoir revenir sur une décision de l'OFPRA. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous arrivez, vous devez faire un enregistrement à la police aux frontières ou à la préfecture. Une fois que votre demande est faite à la préfecture, il va y avoir des vérifications qui seront faites de sa part pour qu'elle puisse transmettre votre demande à l'OFPRA. L'OFPRA qui, elle, est la structure compétente pour traiter votre demande et donc vous faire passer l'entretien qui va être déterminant pour savoir si oui ou non vous pouvez relever du statut de réfugié. Et si elle considère que vous n'avez pas d'éléments suffisants, elle va émettre un refus que vous allez devoir contester devant la Commission nationale du droit d'asile. Donc c'est une procédure qui est assez compliquée, qui est assez longue. Sachez que pendant l'examen de votre demande, vous allez avoir le droit au travail et le droit de bénéficier d'aides sociales. De nombreuses aides sociales d'ailleurs, et même le droit d'être hébergé, et que c'est assez donc ça peut être assez long parce qu'il faudra déterminer si oui ou non vous pouvez bénéficier du statut de réfugié, et si vous ne pouvez pas bénéficier du statut de réfugié, est-ce que vous pourriez à tout le moins bénéficier de la protection subsidiaire. Donc voilà, c'est assez complexe, Comme je vous disais, je rentrerai pas trop dans le détail puisque la procédure est très est particulière. Elle n'a vraiment rien à voir avec la procédure classique devant la préfecture. Mais vraiment, gardez bien à l'esprit une chose, et c'est le message que le gouvernement est en train d'essayer de faire passer en ce moment.
c'est que la demande d'asile, elle s'adresse aux personnes qui sont en danger, qui risquent pour leur vie, qui vraiment n'ont pas d'autre choix que de quitter leur territoire et de quitter leurs biens et de tout laisser pour ne pas mourir. C'est ça la demande d'asile, c'est la France accepte de vous recevoir et de vous protéger, de mettre en place une protection pour faire en sorte que vous ne soyez pas tués, torturés, pour que votre dignité ne soit pas atteinte dans votre pays d'origine. Mais la demande d'asile ne s'adresse absolument pas, je ne sais pas si je dois dire hélas ou pas, mais en tout cas tel est l'état du droit actuel. Cette demande ne s'adresse absolument pas aux personnes qui n'ont pas les ressources suffisantes pour vivre convenablement dans leur pays. C'est-à-dire que si vous quittez votre pays parce que vous n'avez pas d'argent, que vous n'arrivez pas à manger à votre faim, que vous n'arrivez pas à vous loger de façon digne, eh bien même si votre dignité est atteinte et même si c'est une situation qui est extrêmement grave, eh bien hélas ça ne rentre pas et ça ne relève pas du statut de demandeur d'asile, parce que ça ne correspond pas au statut de réfugié tel qu'il est prévu par les textes aujourd'hui. Donc, lorsque vous faites votre demande, posez-vous bien la question. Et surtout, au moment où vous passez l'entretien avec l'OFPRA, est-ce que le récit que vous êtes en train de raconter met en avant une personne qui est dans une situation économique extrêmement compliquée et extrêmement indigne, ou est-ce qu'elle met vraiment en place le récit de quelqu'un qui risque la mort, tout simplement. Et parce que si vous mettez en avant le récit de quelqu'un qui risque pour sa dignité, qui a juste sa dignité qui est atteinte, je dis juste, c'est un peu, voilà, je devrais pas, mais voilà, si c'est une question économique, eh bien, vous n'obtiendrez jamais le droit d'asile, parce que vraiment, la demande d'asile et le demandeur d'asile est celui qui craint pour sa vie, et c'est en tout cas les règles qui sont mises en place en France, et c'est ce que là en ce moment le gouvernement n'arrête pas d'essayer de rappeler. Si vous venez en France parce que vous craignez pour votre vie, la France vous accueille parce que ça c'est une tradition en France et c'est comme ça, c'est son histoire. Mais si vous venez parce que vous êtes un réfugié économique, eh bien dans ce cas-là vous n'obtiendrez pas votre statut de réfugié. Vous avez bien fait en tout cas de préciser tout ça, Maître Maghrebi, et voilà ce qu'il en était pour la demande d'asile. Bien, et ben maintenant les amis, eh bien c'est à vous de jouer, chers auditeurs et auditrices, et c'est à vous de nous appeler si vous avez une question à poser à Maître Maghrebi sur tout le droit, les amis, droit des étrangers, droit de la santé, droit du travail, droit pénal. Eh bien vite, il a révisé sa fiche. Tout à fait, j'ai révisé ma fiche. Ça y est, c'est bon, on est au top et on attend tous les auditeurs, toutes les questions gratuites en direct à la radio. C'est ça qui est bien. On vous répond à une situation, à une demande, quelle que soit la demande. Il suffit de nous appeler dès maintenant. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. 0892 23 99 50. C'est la consultation instantanée. Et elle répond gratuitement à votre question d'ordre juridique en direct à la radio. Donc allez-y, que ce soit en province, que ce soit à Paris ou en région parisienne, et surtout quelle que soit la question sur votre droit des étrangers, droit du travail, droit pénal, ou tout ce que vous voulez en matière de droit, les amis. Vous avez une situation à passer à Maître Maghrebi, eh ben n'hésitez pas à nous appeler, vous serez directement en direct. Vous avez déposé une demande de regroupement familial, vous avez demandé le titre de séjour, vous ne comprenez pas pourquoi vous avez un refus, bref, toutes les questions possibles et inimaginables, gratuitement en direct à la radio. 0892 23 99 50, c'est à vous de jouer. C'est vous les boss de cette émission pour cette émission juridique. 0892 23 99 50. À tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Allez, nous sommes de retour sur France Maghreb 2 avec Maître Maghrebi Mansouri, bien sûr, du cabinet BMM, spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit des étrangers, droit pénal, droit du travail. Si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec Maître Maghrebi, ben c'est le moment justement. En ce début janvier, elle est disponible pour vous. Vous pouvez l'appeler bien sûr pour des consultations privées à son cabinet au 06 12 14 34 96. Notez bien son numéro de téléphone, 06 12 14 34 96. Une avocate efficace, honnête et qui évidemment vous aidera dans tous vos dossiers en tous les cas. Donc n'hésitez pas, 06 12 14 34 96. Mais pour l'instant, on répond gratuitement à vos questions. 0892 23 99 50. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, maître. Et on a Aïcha qui nous appelle de Metz. Bonjour Aïcha. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous Aïcha? Ça va et vous? Mais ça va bien, du côté de la Moselle, la Metz.
On est ravis de vous accueillir. Maître Maghrebi vous écoute, Aïcha. Merci. Bonjour Maître Maghrebi. Bonjour Aïcha. Voilà, j'ai une question concernant le droit des étrangers. Oui. Alors, en fait, j'ai ma maman qui est malade et moi, je travaille énormément et j'ai pas le temps de m'occuper d'elle. Et j'aimerais en fait faire un visa à ma cousine qui se trouve au Maroc. Et voilà, je souhaite la ramener et par le biais de ce visa, est-ce que je pourrais, à votre avis, parce que je connais pas du tout, demander après comme quoi, est-ce qu'elle peut rester juste pour garder ma mère? Mais je sais pas comment que ça s'appelle, donc je vous dis ça avec mes mots simples. Hein. Est-ce que c'est possible ça? Alors, je veux pas qu'il y ait de soins à domicile, je voudrais que ce soit quelqu'un de chez nous qui s'occupe de ma mère en fait. Alors ça c'est ça peut être envisageable, mais tout va dépendre de votre préfecture et de la manière dont vous allez le justifier. C'est ce qu'il faudra faire, c'est une demande de titre de séjour vie privée et familiale avec circonstances exceptionnelles. Parce qu'il y a le titre de séjour vie privée et familiale classique, mais il y a des circonstances exceptionnelles qui font que dans certaines situations, on peut pouvoir obtenir le titre de séjour vie privée et familiale lorsque par exemple c'est pour ça peut être justement quand c'est pour une personne qui est malade et qu'on s'occupe d'elle. Et qu'elle a besoin de soins. Souvent c'est lorsque la personne va remplir la condition de l'aidant familial. Mais si elle est là pour s'occuper d'elle quasiment toute la journée, l'aider à faire ses soins, lui faire les repas et tout ça, eh bien ça peut être envisageable. Ce qu'il faudra mettre en avant, c'est que le fait que ce soit une personne de sa famille qui va s'occuper d'elle ça va vous éviter d'avoir recours à des services de l'État qui vont coûter de l'argent à l'État. Ben, c'est ce que, voilà, ça c'est pas mal. Ouais, mais il faut le mettre en avant. C'est l'idée-là que j'avais en tête, mais je savais pas comment monter mon dossier. Ouais, bah c'est titre de séjour vie privée et familiale avec circonstances exceptionnelles. Et dans les circonstances exceptionnelles, vous mettez le lien de parenté, l'état de santé de votre mère, le fait qu'elle ait vraiment besoin. Faudra bien justifier le fait qu'elle ait besoin de quelqu'un, de quelqu'un toute la journée qui s'occupe d'elle pour ses courses, pour les repas. Que vous mettez le fait que vous travaillez, donc que vous êtes pas en mesure de pouvoir vous occuper d'elle. Et même à la limite, si vous pouvez même faire une demande pour qu'elle ait des aides, je sais pas moi, par exemple c'est des aides, il y a les aides ménagères, il y a des aides soignantes, il y a des infirmières, enfin il y a plusieurs sortes. Après je connais pas son état de santé, mais monter le dossier de toutes les aides auxquelles elle peut prétendre et auxquelles elle a le droit et que le médecin accepte de demander pour elle, mais auquel vous n'allez pas avoir besoin d'y recourir parce que il y aura cette personne-là qui va s'occuper d'elle. Voilà. D'accord. Ok, en tout cas, je vous remercie beaucoup de toutes ces explications. Super. De rien. Merci beaucoup, maître. De rien, bon courage. À bientôt, Aïcha. Merci de votre appel. À bientôt. Efficacité, évidemment, maître Maghrebi, avec ce titre de séjour. Je connaissais pas, voyez-vous, titre de séjour pour circonstances exceptionnelles. Voilà, vous m'apprenez des choses, maître. 0892 23 99 50 étoiles est le choix numéro 1. Si vous aussi vous avez une question, c'est gratuit. C'est la consultation instantanée. 0892 23 99 50 étoiles est le choix numéro 1. On va prendre la personne ici n'a pas pu patienter, c'est pas grave. Vous pouvez en tout cas continuer à nous appeler en direct à la radio, que vous soyez d'ailleurs à Paris ou en région parisienne, mais aussi tous nos auditeurs qui nous écoutent en province pour des questions sur le droit des étrangers, sur le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas. 0892 23 99 50 étoiles est le choix numéro 1. Et puis vous avez aussi le Facebook de Maître Maghrebi, évidemment Facebook très 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 actif, Maître, avec cette année plein de choses encore pour le Facebook. Pouvez-vous nous en parler un petit peu, Maître? Oui, écoutez, c'est donc la page Facebook s'appelle Cabinet d'avocats BMM et vous pouvez y retrouver les émissions précédentes avec des petits enregistrements de thèmes auxquels on essaye de répondre de façon assez brève. On a également des personnes qui nous posent des questions, donc on essaye de répondre à leurs questions et de mettre un petit peu en avant l'actualité juridique. Donc voilà, c'est une page qui peut être assez riche et intéressante et elle dépend beaucoup de vous parce que souvent ça va dépendre des demandes que vous allez faire et ça permet aussi de pouvoir choisir les thèmes qu'on aborde tous les samedis parce que j'ai beaucoup de propositions de thèmes qui sont faites via cette page
via cette page Facebook. Donc c'est assez intéressant. Si vous avez si vous avez des questions ou des thèmes que vous aimeriez qu'on aborde, faut pas hésiter, vous laissez un petit message et nous on en tient compte. Exactement. Merci beaucoup maître pour cette page Facebook, donc cabinet d'avocats BMM, c'est ça? Absolument. Sur Facebook. Allez, 0892 23 99 50. On continue avec Nadia qui nous appelle d'Asnières-sur-Seine. Bonjour Nadia. Oui, bonjour, bonjour maître. Bonjour. Voilà, moi j'ai une question en fait d'ordre santé. J'ai subi une intervention au mois de juillet donc dans une clinique. Oui. Et malheureusement ça a été mal fait et j'ai dû refaire une autre intervention là dernièrement. Par contre, le chirurgien qui l'a mal fait en fait est parti à la retraite. Et je voulais savoir s'il y avait possibilité de se retourner contre ce chirurgien. Alors oui, le fait qu'il soit à la retraite n'empêche pas normalement qu'il puisse parce qu'en fait ce qui va se passer c'est que ce que vous devez faire normalement la première chose c'est de récupérer votre dossier médical. Je ne sais pas si vous l'avez pas, ça c'est fait. D'accord. Donc une fois que vous avez la copie de votre dossier médical, moi ce que je conseille régulièrement, c'est de vous rapprocher de ce qu'on appelle un médecin conseil pour vérifier si le fait que l'intervention se soit mal passée est dû à une faute ou non. Parce que le principe de responsabilité médicale qui est mis en place en droit français est un principe de responsabilité pour faute. C'est-à-dire que même si une intervention ne se passe pas bien, il faut qu'elle soit fautive pour que la responsabilité du médecin puisse être engagée. Et ça, c'est à vous de le prouver. Donc comment vous prouvez si oui ou non il y a une faute qui a été commise dans la mesure où vous n'êtes pas professionnel de la santé? C'est généralement en ayant recours à un médecin conseil. Donc lui, au regard de votre dossier médical, il pourra vous dire si une faute ou non a été commise. S'il s'avère que le médecin... Où est-ce que je peux prendre rendez-vous avec un médecin conseil? Alors oui, il y a deux associations de médecins conseils. Il y a l'ADAMEVA et l'ANMCR. Vous pourrez trouver ces deux sites internet où vous avez une liste de médecins conseils et en fonction de la spécialité et de la région concernée, vous l'appelez, vous lui posez la question pour savoir s'il serait en mesure de pouvoir vous faire une expertise sur dossier. Vous lui posez également au préalable la question au niveau de ses honoraires parce qu'ils sont pas gratuits et voilà, vous vous mettez d'accord avec lui et il pourra vous dire si oui ou non il y a une faute ou pas, comme ça savoir si ça vaut le coup de lancer la procédure. Alors le fait que je suis partie donc à l'hôpital cette fois-ci et c'est un chirurgien de l'hôpital public qui m'a dit effectivement que l'intervention avait été mal faite. Ça ne prouve rien. Enfin, je veux dire, suffira pas comme si. Ça suffira pas parce que est-ce qu'il vous l'a mis dans le dossier médical? Il m'a fait effectivement un papier comme quoi la première intervention n'a pas été bien faite. Alors, mais elle a pas été bien faite par rapport à quoi? Qu'est-ce qui n'a pas été bien fait? En fait, c'est un peu compliqué à en fait, voilà, mais c'est pour ça que je vous dis, en fait, ce qui doit avoir été mal fait, c'est le non-respect des règles de l'art. C'est-à-dire que le médecin, il est responsable s'il ne respecte pas les règles de l'art. Et s'il n'a pas mis tout en œuvre pour respecter les règles de l'art. Donc une opération qui se passe mal, est-ce que ce sont les règles de l'art qui n'ont pas été respectées? D'accord. Parce que s'il a tout respecté... Vous pourriez me répéter les sites des médecins conseils? Oui, c'est l'ANAMEVA, ANAMEVA. D'accord. Et l'ANMCR, ANMCR. CR. D'accord. Et donc, en fonction de ce que vous dira le médecin, faudra voir si ça vaut le coup ou non de tenter un recours. Mais de toute façon, s'il vous dit que selon lui les règles de l'art n'ont pas été respectées, dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire au préalable, dans la mesure où il est à la retraite, c'est lui envoyer un recommandé. Si vous n'avez pas ses coordonnées, vous pouvez vous adresser au Conseil de l'ordre. Vous pouvez envoyer le recommandé au Conseil de l'ordre, qui le Conseil de l'ordre se chargera de lui transmettre, parce que ils ont leurs coordonnées. Donc, dans ce recommandé, vous lui expliquez la situation, c'est-à-dire que vous lui dites que vous avez eu une intervention à telle date auprès de telle clinique et vous mettez en avant la faute qu'aura été commise. Donc, à savoir ce que vous dira le médecin conseil. Ce qui n'a pas été respecté. Et à ce moment-là, vous lui demandez les coordonnées de son assurance pour mettre en place une nouvelle expertise, mais donc là, qui sera la première expertise en réalité. Donc, pour mettre en place une expertise et obtenir une indemnisation par la voie amiable. Généralement, si vous avez fait tout ce travail en amont, il vous contacte et il vous fournit les coordonnées de son assurance et après ça sera à votre médecin conseil et l'assurance de batailler pour se mettre d'accord sur une proposition d'indemnisation. Et si il n'y a pas de proposition d'indemnisation de fait, dans ce cas-là, il faudra aller devant soit le tribunal d'instance, soit le tribunal de grande instance en fonction du chiffrage que vous aurez fait avec votre médecin. Bon, d'accord.
Ça a l'air bien compliqué. C'est assez long. Ah, c'est pas compliqué, mais non. Voilà. C'est long et il y a plusieurs étapes à respecter. Voilà, c'est assez, surtout ça. Ouais. C'est, disons que pour tout ce qui va toucher de la responsabilité médicale, là encore, c'est une confusion qui est faite par beaucoup de personnes. C'est que quand il y a un problème juridique en responsabilité médicale, l'avocat ne peut bien travailler qu'en ayant à côté de lui un professionnel de la santé, c'est-à-dire un médecin conseil. Parce que c'est un jargon particulier, c'est des règles particulières qu'on ne trouvera pas dans des codes, mais qui relèvent de la médecine. Donc il faut qu'on ait les mêmes cartes qu'eux. C'est-à-dire que pour attaquer un médecin, il faut qu'on ait avec nous un médecin qui parle le même langage que lui. En tout cas, si vous avez besoin des services de Maître Maghrebi, vous pouvez toujours l'appeler, il n'y a pas de souci. Oui, je veux bien son numéro. Oui, pardon, je veux bien son numéro de portable. Alors, c'est le 06 12 14 34 96. 06 12 14 34 96. Faut prendre un rendez-vous évidemment et il n'y a pas de problème, vous pourrez la rencontrer avec plaisir. C'est très gentil à vous. Merci beaucoup. Bon courage. Merci bon après-midi à vous. À bientôt. Merci. Bon courage. Voilà, des questions, des interrogations, des questions gratuites en direct à la radio. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. Vous parlez directement à Maître Maghrebi et c'est gratuit. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. On va partir à Marseille. C'est Isa qui est à Marseille. Bonjour Isa. Oui. Bonjour. Allô, bonjour maître, bonjour Mehdi. Bonjour. C'est juste pour un renseignement à maître Maghrebi, c'est pour filiation et droit de sang. Voilà. Moi j'ai eu ma nationalité le 27 juillet 2017. Ma réintégration, parce que je suis née en 1955 et après j'ai eu mon séjour ici, donc j'ai eu ma réintégration de nationalité française. La question, c'est que est-ce que j'ai un fils qui a 26 ans, est-ce qu'il a droit de bénéficier de ma nationalité? Alors c'est assez compliqué parce que est-ce que au moment de l'indépendance, vous avez fait la déclaration pour conserver la nationalité française ou pas? Non, parce que non. D'accord, parce que normalement. J'ai pas fait de déclaration. Je me suis mariée ici et quand je me suis mariée ici, j'ai eu une année de ma carte de séjour. Donc j'ai demandé ma réintégration à mon nom, pas à mon mari, parce que puisque je suis née en 55, donc ils m'ont accepté ma réintégration de naturalisation à mon nom. Voilà. Donc la question, est-ce que mon fils a droit de bénéficier de ma nationalité? Alors dans le principe comme ça, non. Parce que il faut qu'il y ait la déclaration qui soit faite. Maintenant, non, moi j'ai pas de déclaration, j'ai eu directement ma réintégration. D'accord, parce que la réintégration en elle seule, elle confère pas de droit automatique aux enfants. Ah bon? Oui. Là, on a beaucoup de refus, surtout en ce moment, et c'est une réintégration par décret ou par déclaration? Par décret. Oui. Donc non, la réintégration par décret, c'est pas automatique. Ah d'accord. Donc il n'a pas droit de bénéficier de ma nationalité. Là, vraiment, après c'est sous toute réserve parce que je connais pas vraiment votre dossier, mais là, comme ça, d'après ce que vous me dites, automatiquement non, pas de façon automatique. Non, en ce moment, on a beaucoup de refus. Parce qu'il faut que pour qu'il y ait transmission de la nationalité française, il faut qu'il y ait la déclaration qui soit faite avant 1967. Non, ça non, mais non. Est-ce que vous pouvez vous concerner pour mon dossier? Est-ce que vous pouvez, je peux vous contacter? Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Oui, il n'y a pas de. Et est-ce que c'est-à-dire, je fais un dossier et vous allez faire le nécessaire pour moi? Est-ce que c'est possible? De monter le dossier avec Maître Maghrebi, c'est ça, de la nature. Non, là, je pense que ce que vous voulez savoir, de vérifier si votre fils remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de votre nationalité. Voilà, oui. Très bien. Oui, ça c'est voilà. C'est possible, oui. Il n'y a pas de problème, elle va faire ça pour vous, vous la contactez, il n'y a pas de souci, d'accord? D'accord. Et est-ce que si c'est possible, même si c'est pas possible, est-ce qu'elle peut défendre les droits de mon fils? Non? Après, il faudra voir avec lui, justement, en fonction des différentes procédures qui existent pour obtenir la nationalité française, dans laquelle il pourrait, de laquelle il pourrait se rapprocher le plus pour voir qu'on mette ensemble, en place la procédure et surtout monter le dossier. Faudra voir, on monte un dossier. Et comment vous contactez parce que moi j'habite à Marseille. Comment on fait pour? Ça c'est pas un souci, vous pouvez m'appeler. Parce que mon fils il est à Marseille, hein.
Oui, ça c'est pas un problème. On est compétent Oui. sur toute la France, il y a pas de Donc problème. comment on fait? Moi, Alors, moi, j'aimerais je me bien dépla- que vous me défendiez, que je voilà. Il y a pas de souci. Bah, vous me contactez et puis on verra ensemble comment on peut faire. Voilà. Et je vous contacte en privé ou sort toujours le même en radio? Oui, en privé, Oui, en privé. évidemment, madame. Oui, oui. Je peux avoir le numéro, s'il vous plaît? Oui, 06 12 Oui. 14 Oui. 34 96. 14 34 96. Voilà, 06 Ah 12 ben. 14 34 Oui. 96. Vous appelez, Ah vous ben, prenez un très bien. rendez-vous. Allez. Il y a c'est des bon. rendez-vous téléphoniques, il n'y a pas de souci, ok? Allez, merci beaucoup. De rien, Allez, au Isa. revoir. Vive Bonne- Marseille. merci, au revoir. À bientôt. Au revoir, maître. Merci, Au revoir. Mehdi. Au revoir, maître. Au revoir. À Au bientôt. revoir. On continue. 0892 Ça, il sait 23. que j'aime Marseille. Ouais, je sais que vous adorez Marseille. Bah, vous irez faire un petit tour là-bas. Ah, bah, Pour j'y vais défendre son- régulièrement. Bah, voilà. oui. Ah, vous y allez régulièrement en plus. Bah, voilà. Bah, oui. Donc vous irez défendre la cliente évidemment. Allez 0892 23 99 50. Vous parlez à Maître Maghrébi, vous répondez. Elle répond gratuitement à vos questions. C'est la consultation instantanée. 0892 23 99 50. Vous êtes pas trop fatigué, Maître? Non. Eh ben on enchaîne avec un nouvel. Jamais lorsque je suis. Ah bah dites donc, aujourd'hui ça cartonne. On prend un nouvel appel, une auditrice qui est là. Allô, bonsoir, bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour, ça va bien Sarah? Maghrébie. Bonjour. Ça va très bien, c'est Sarah, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Sarah du 93. Très bien, Sarah du 80. Parlez bien, enlevez le haut-parleur et parlez bien devant le téléphone, Alors, Sarah. Ça sera Enlevez mieux. le haut-parleur. Voilà. Vous m'entendez là? C'est parfait. Allez, Maître Maghrébi vous écoute, bien. Sarah. Alors, bonjour maître. Bonjour. Alors moi je vous appelle en fait par rapport à ma voisine. Hein. Donc tout ça c'est pour ma voisine, hein, parce qu'elle s'exprime pas très bien en français, donc c'est moi qui vais parler à sa place. Donc c'est une personne en fait qui vient d'Allemagne et ses papiers ont expiré depuis 3 ans. Voilà. Donc là elle est sur le territoire français depuis 5 ans. Elle a un bébé de 7 mois et son mari est résident espagnol. Donc avec tous ces éléments, est-ce qu'elle peut prétendre à une résidence? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour prétendre à des papiers? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Alors, Sachant que nous sommes partis voir un avocat, c'est un peu compliqué. Donc je voudrais avoir votre point de vue afin de voir. Alors, déjà, si on s'arrête sur le droit commun en matière de droit des étrangers, comme ça, sur les règles qui sont dans le code des étrangers, elle remplit pas les conditions pour pouvoir obtenir un titre de séjour. D'accord. Parce que le titre de séjour classique pour obtenir qu'on peut obtenir, c'est le titre de séjour vie privée et familiale, le classique quand on est en France, parce que là vous me dites qu'elle est là depuis 5 ans. Et, Elle est là depuis 5 ans, on oui. peut l'obtenir lorsqu'on est en France depuis 10 ans continu. Et qu'on arrive à c'est 10 ans prouver. continu. C'est D'accord. 10 ans. Donc beaucoup de personnes pensent que sans avoir les Depuis 10 5 ans. ans, on Oui, peut c'est vrai. avoir le titre de séjour vie privée et familiale. Non, ce qui est prévu par la loi, c'est 10 ans. Maintenant, il y a eu la D'accord. circulaire qui a été mise en place. Mais c'est qu'une circulaire, c'est la circulaire Valls qui, elle, prévoit. En fait, elle demande aux préfectures d'étudier de façon attentive certaines situations. Et les situations, quelles sont-elles? Ce sont les situations, notamment, de personnes qui sont là depuis 5 ans et qui vont avoir des enfants qui sont scolarisés ou qui vont avoir des liens proches avec la France. Mais ce n'est qu'une circulaire, donc qui n'a pas valeur législative, qui ne s'impose pas devant un tribunal et qui ne lie absolument pas la préfecture. Si la préfecture veut suivre cette circulaire, eh bien dans ce cas-là, tant mieux. Avec 5 ans de présence sur le territoire, avec un petit bébé, si tous ses centres d'intérêt sont ici, elle peut tenter de déposer un dossier. Mais si c'est une préfecture qui n'en a absolument rien à faire de cette circulaire et qui s'arrête à la loi, elle, ce qu'elle prévoit, c'est 10 ans. Et absolument pas 5 D'accord. ans. Maintenant, le fait qu'elle ait un mari qui est, vous me dites, Résident. qui soit résident espagnol, est-ce qu'il est en situation régulière en France ou pas? Pas du Parce tout, que le non. fait Il est d'avoir- résident espagnol. Voilà. Donc, le fait d'avoir un conjoint qui ne soit pas de façon stable, enfin de façon régulière en France, il ne pourra pas lui être un argument pour qu'elle puisse régulariser sa situation. Oui, parce Donc- que voilà, en fait, votre consoeur, on est parti voir quelqu'un qui nous. Ah bah oui, mais là si vous nous mettez en double appel, Madame Sarah, reprenez le téléphone. Bon, eh ben elle nous a C'est mis les- en double appel. Je pense qu'elle va se rendre Le compte bip qu'elle bip, nous a mis en double oui, appel tout à fait. lorsqu'elle aura fini d'expliquer la Bon, situation. qu'est-ce qu'on fait? Allô Non, oui, Allô, alors voilà. vous nous avez mis en double appel. Alors, là. on n'a pas du tout entendu On ce n'a que pas vous avez entendu. dit. Ah, je suis désolée, mais ça c'est les iPhones, franchement. Il y a pas de, Désolée. il y a pas de souci. Alors, je reviens. Donc, je vous disais que votre consoeur nous avait dit que donc 5 ans, il fallait qu'elle attende effectivement 5 ans de plus. Mhm.
qu'elle fasse profil bas. Oui. Et que plus sa fille sera scolarisée en France, Voilà. mieux ce sera. Oui, c'est ça. Et par rapport à son mari, en fait, ça pose plus de problème qu'autre chose, en fait, parce que elle nous a dit que la première des choses qui allait lui être dit, c'est que son mari, en fait, est résident espagnol. Pourquoi il n'a pas régularisé sa situation? C'est très complexe comme situation. Il Donc travaille là, ou pas? si vous allez vous pointer à la préfecture, vous risquez malheureusement d'avoir une obligation un de rejet quitter et un le refus territoire. et une expulsion parce que aucune attache en France. Elle n'a pas de parents en France. Il n'y a rien qui puisse. Oui. Ouais, c'est très compliqué. Eh ben, apparemment, la consoeur a raison, Sarah. Malheureusement. Ouais. Donc là. Disons que là, au niveau des textes, elle rentre dans, enfin, moi j'appelle ça des cases, mais elle rentre dans aucune case. Il y a aucun type de, enfin, la seule solution, à la limite, ce serait peut-être qu'elle arrive à trouver, je sais pas si elle a des compétences particulières avec un diplôme particulier et qu'elle arrive à trouver un employeur. Pas du tout. Donc ça va être compliqué. La seule solution, c'est que son nous a conseillé carrément que son mari ait la nationalité espagnole. Et là, ce serait un tremplin pour elle, parce que là, en tant que mari et puis il travaille lui en France ou pas? Il travaille, oui, il travaille. Mais il travaille en France? Oui, il travaille. Depuis combien de temps? Oui, mais pas déclaré, hein. Ah, d'accord. Parce que ce qui pourrait aussi faciliter les choses, c'est si il arrive à trouver un travail déclaré en France, parce que une personne qui est en Europe a le droit de travailler. Votre consoeur m'a dit que résident espagnol, il n'avait pas le droit de travailler. C'est ce que j'allais y venir, parce que en trouvant un employeur qui va accepter de le déclarer, c'est l'employeur qui va automatiquement le régulariser. C'est-à-dire que on peut être régularisé par le travail. Normalement, on n'a pas le droit de rester plus de 3 mois. Voilà, c'est que l'employeur, lui, il y a une déclaration, il y a des déclarations à faire, d'une autorisation de travail à obtenir. Une fois qu'il a son autorisation de travail, il n'y a pas de souci, il est en situation régulière sur le territoire. Et là, à partir du moment où lui, il est en situation régulière sur le territoire, eh bien, dans ce cas-là, il pourra faire ce qu'on appelle la procédure de regroupement familial avec présence exceptionnelle sur le territoire. Voilà. Ok, Sarah. D'accord, bah oui, Jahed, merci beaucoup. Eh ben, avec grand plaisir en tout cas. C'est compliqué, mais merci beaucoup. C'est plus trop facile maintenant. Faut qu'il trouve du travail, il faut que lui arrive. C'est difficile, hein. Faut qu'il arrive à trouver un travail. Honnêtement, quand on se fie au dire des gens, oui, t'as 5 ans, t'as un enfant, c'est non. C'est pas vrai. Non, mais vraiment, parce que ça, il y a une énorme confusion qui est faite. Les 5 ans, c'est une circulaire. C'est une circulaire. Une circulaire, ce n'est pas une loi. C'est vraiment, c'est une note, si vous voulez. C'est un conseil qui a été donné par Monsieur Valls au préfet pour leur dire si jamais vous avez cette situation qui se présente à votre préfecture, s'il vous plaît, étudiez de façon attentive et ne rejetez pas automatiquement parce qu'il n'y a pas les 10 ans. C'est ça en fait la circulaire. Mais alors on peut faire des recours avec une circulaire pareille. Surtout pas, ne jamais invoquer la circulaire au tribunal. Hein. Ah oui, d'accord. Parce que toutes les personnes, moi j'en connais beaucoup qui arrivent au tribunal et qui disent mais monsieur le président, la circulaire elle dit 5 ans, elle dit ceci, elle dit cela, donc donnez-moi mes papiers. Les présidents s'énervent. Hein. D'accord. Et là ils le disent, nous on est là pour appliquer la loi, on n'est pas là pour appliquer une circulaire. La circulaire c'est le gouvernement, la loi c'est le parlement. Il y a une séparation des pouvoirs en France. Ce n'est pas le gouvernement qui impose au pouvoir judiciaire ce qu'il doit faire, c'est le pouvoir législatif et c'est le Parlement. Bon, courage à cette dame en tout cas. Je peux vous poser une dernière question. Ah oui, on n'a plus le temps là, malheureusement. On va voir la pub, hein. Et puis il y a d'autres auditeurs aussi. Vraiment désolé. Ouais, une prochaine fois, vous vous rappelez la semaine prochaine, d'accord? Ça va. Avec plaisir. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. beaucoup. Bon courage. À bientôt. Merci beaucoup. Et en effet, il y a encore plein d'autres appels, Maître Maghrébi, qui arrivent derrière. Avec plaisir. Vous nous appelez au standard, des questions gratuites évidemment au 0892 23 99 50. Étoile et le choix numéro 1 et le numéro de téléphone évidemment pour contacter Maître Maghrébi, une avocate sérieuse, efficace et honnête pour défendre votre dossier. Eh bien vous pouvez la joindre au 06 12 14 34 96. La seule et unique capable de vous aider, Maître Maghrébi. 06 12 14 34 96. Bon, la seule et unique, j'exagère. Il y a d'autres. T'es un peu marseillais là. Hein voilà. Mais en tout cas, elle est très efficace et on l'adore. Et puis vraiment, vous pouvez compter sur elle. 06 12 14 34 96 uniquement pour les rendez-vous, je vous en supplie. Voilà. Dans un instant, donc d'autres questions gratuites. 0892 23 99 50. On va en prendre un maximum. À tout de suite. France
France Maghreb 2. Le temps passe super vite les amis. Maître Maghrebi répond à toutes vos questions et puis Maître Maghrebi est joignable évidemment. On rappelle son numéro de téléphone si vous souhaitez prendre rendez-vous avec elle, mais uniquement pour les rendez-vous. Maître Maghrebi vous répond au 06 12 14 34 96. Elle est bien entendu du cabinet BMM, spécialisé dans le droit des étrangers, droit de la santé, droit du travail, droit pénal, droit des étrangers également. Un souci, une interrogation et surtout un rendez-vous avec elle si vous voulez un avocat efficace et honnête. 06 12 14 34 96. Maître, on va prendre les derniers appels. On va prendre Oumaima qui est avec du 93. Oumaima, bonsoir. Bonjour, pardon. Oui, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors pareil que notre auditrice, enlevez-moi le haut-parleur s'il vous plaît, Oumaima. J'ai le kit main libre, vous m'entendez Voilà, bien? le kit main libre, oui. Allez-y, on vous écoute pour votre question, Oumaima. Vous m'entendez là? Oui, on vous entend, allez-y. Oui, alors, c'est Max, en fait, je vous appelle parce que je me suis remis avec mon ex-mari. Là, je me suis remis avec lui en août et mon jugement de divorce est arrivé en septembre 2017. Et là, on est reséparés, on s'est séparés en décembre 2017 et j'aurais souhaité savoir ce qui allait advenir, en fait, parce que j'ai redéposé une plainte au commissariat. Attends, chérie. Et donc, j'aurais souhaité savoir ce qui allait advenir maintenant, au niveau pénal. Ce qui va advenir, vous avez déposé une plainte pour quel motif? Pour violence. Vous avez été voir le médecin? Ils vous ont envoyé voir le médecin? J'ai un rendez-vous avec le médecin de la police dans pas longtemps. D'accord. Mais du coup, après, c'est ce qui va se passer, parce que j'ai une petite fille de 2 ans et demi avec lui. Le jugement, dans le jugement, il y a écrit qu'il doit l'avoir en lieu médiatisé 2 fois par mois. Oui. Et qu'il y a une pension à verser et tout ça. Il a été condamné la première fois à 5 ans et demi avec sursis. Et du coup, là, je sais pas du coup ce qui va se passer au niveau pénal. 5 mois, vous voulez dire? Pardon? 5 mois, vous voulez dire? Parce que vous m'avez dit, il a été condamné à 5 ans avec sursis? Oui. D'accord. Là, son sursis risque de... Nous, pour dire les choses plus communément, le sursis va sauter. Mais ça dépend exactement de la situation et de ce qui s'est passé. Mais s'il est sous le coup de la récidive... son sursis va être révoqué et puis il va devoir. Les violences, c'était surtout sur sa fille. Oui, mais le sursis il est révocable dès lors qu'on recommet une infraction dans les 5 ans. D'accord. Donc s'il a recommis une infraction et en l'occurrence une nouvelle infraction de violence, si c'était aussi les violences la première fois, a priori, je pense qu'il y aura des poursuites de la part du procureur et devant un tribunal, il sera condamné. Et s'il est condamné, son sursis sera révoqué. Donc il devra exécuter la première peine plus la deuxième. Pourquoi il risque d'avoir une autre peine encore avec cette fois-ci? Il devra exécuter la première et il en aura une deuxième pour la plainte pour les faits de décembre 2015. Mais du coup, pour le jugement de divorce avec le lieu médiatisé et tout ça, est-ce que ça va rester ou pas tout ça, ce qu'avait dit le juge la première fois? Alors s'il y a une urgence et que si on est dans une situation d'urgence, il faut ressaisir le juge en urgence pour demander à ce que ces mesures soient modifiées. Et c'est moi qui dois ressaisir le juge. Je dois prendre un avocat, alors c'est ça pour la première fois. Oui. Faire une modification des demandes en urgence. Et est-ce que j'attends du coup mon rendez-vous avec le médecin de la police ou est-ce que je le fais tout de suite chercher un avocat? Vous pouvez saisir le juge tout de suite et en même temps vous allez faudra absolument aller au rendez-vous parce que ça va être le médecin de la police en fait c'est les UMJ, c'est-à-dire vous allez aller à l'hôpital et il va devoir déterminer votre taux d'ITT et c'est extrêmement important parce que c'est ce qui va déterminer la suite de la procédure. Donc faudra vraiment expliquer au médecin tout ce qui s'est passé et mettre en avant tous les problèmes. Donc on pourrait essayer d'avoir un taux qui soit le plus important possible. Et en même temps, en parallèle, vous mettez en place la procédure en urgence pour lui faire retirer son droit de visite. Bien. On a malheureusement plus le temps, Sarah, mais bougez pas, on va vous reprendre en antenne. Bougez pas, on va voir si on peut vous parler en antenne. Ne bougez pas. Allez, Maître Maghrebi, merci pour tout. Ça passe déjà très très vite. On vous laisse conclure. Ça passe très vite. Merci à tous les auditeurs pour leurs appels et leur soutien. J'espère que ce thème vous aura intéressé aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire vos propositions pour la semaine prochaine. Je vous souhaite encore une excellente année 2018. Je vous souhaite plein de belles choses. Et puis surtout, commencez-la bien parce que, comme je vous dis à chaque fois, vous avez des droits. Donc commencez par les faire respecter. Bye bye. À la semaine prochaine. Bye Ciao. bye. Salut. France Maghreb 2, France Maghreb.